en français. Et, et nous avons l'honneur pour cette dernière présentation d'avoir notre champion africain, Okri Nondinho, qui ne connaît pas euh, Okri. C'est quelqu'un qui est dans le giron depuis plus d'une trentaine d'années, je pense, je ne sais pas. Non, tu as 25 ans, toi, donc ça fait un peu moins. Mais c'est quelqu'un qui connaît le sport, l'athlétisme des bouts des droits. Il est juge, référé, juge, arbitre argent, d'après la nouvelle formulation de World Athletics et ITO de World Para Athletics. Donc, Okri va nous parler aujourd'hui du juge arbitre, des protestes, les protestations et puis les appels. Donc, Okri, c'est à toi. Oui, merci Souren. Oui, c'est vrai que je n'ai que 25 ans avec 30 ans d'expérience. Ça peut se comprendre. Mokhtar Boufaro est en ligne, il va confirmer. Avant de commencer, je voudrais remercier John Mason et Loreto qui ont travaillé sur la présentation que je vais donc passer tout à l'heure. Ensuite, comme c'est le premier jour de carême pour nos frères et sœurs de la confession religieuse musulmane, je voudrais souhaiter un bon début du carême et prier Dieu pour qu'il accepte le sacrifice en ajoutant que, bien entendu, les chrétiens avaient commencé leur jeûne depuis plusieurs jours et à eux également, je souhaite bon ramadan, bon début de bon carême. Ceci dit, je suis chargé aujourd'hui de présenter, n'est-ce pas, les juges-arbitres, les réclamations et les appels. Cela, comme je vous le disais tantôt, a été présenté, donc monté en anglais par John Mason, qui va le passer le samedi, avec la contribution de Loreto et une traduction que nous avons faite ensemble. Et donc, c'est ce que je vais présenter en vous disant tous, n'est-ce pas, que il s'agit ici de parler, selon les règles des compétitions de World Athletics, du rôle des juges-arbitres. Ensuite, des différentes procédures pour permettre aux athlètes de faire valoir leurs droits. Reconnaître donc que c'est un droit pour les athlètes de formuler une réclamation. Réclamation lorsque il y a une décision qui, selon eux, n'est pas conforme à ce qui devrait être, ou alors aller directement en appel auprès donc, de la structure prévue par les règles de compétition et les règles techniques qui pour entendre et donc prendre des décisions en ce qui concerne ce genre de situation. Donc, les principes ici sont les mêmes. On va vous prier donc de garder vos micros fermés, hein, d'envoyer vos questions dans le chat. Donc, les questions, on va les aborder. À la fin, ces questions vont être abordées. Vous pouvez également envoyer vos questions à l'adresse sport.ag@gmail.com, donc qui est l'adresse de notre structure qui pilote cette série de présentations. Eh bien, cette session sera enregistrée et partagée sur nos différents canaux de diffusion. Eh bien, on va parler, comme je le disais tantôt, du juge-arbitre, des réclamations et des réclamations et bien entendu des appels. Et nous aurons le plaisir de commencer par parler des juges-arbitres, les juges-arbitres qui sont prévus au niveau de la règle de compétition avec un rôle précis, avec des décisions importantes qui seront amenées à prendre et qui vont impacter le résultat des athlètes et donc qui auront une forte responsabilité lorsqu'ils sont désignés pour superviser une épreuve ou un groupe d'épreuves, de rester, de s'assurer que donc cette épreuve se déroule en conformité avec les règles techniques des compétitions de World Athletics
Et bien entendu, les juges-arbitres, pour la plupart du temps, pourraient ne pas avoir beaucoup intervenir lorsque tout se passe très bien et intervenir lorsque cela est nécessaire. Il faudra donc, je voulais passer ceci, voilà, très bien. Le juge arbitre, donc, selon les règles de compétition 18, donc, selon le cas, selon donc le niveau de la compétition, eh bien, on va avoir un juge arbitre à la chambre d'appel, donc désigné spécifiquement pour la chambre d'appel, un juge arbitre pour les épreuves de course, un juge arbitre pour les concours, un juge arbitre pour les épreuves combinées et un juge arbitre pour les épreuves qui se déroulent en dehors de la piste, donc les épreuves hors stade, que ce soit les épreuves de course ou les épreuves de marche. Le cas échéant, on va désigner un ou plusieurs juges arbitres vidéo. Un juge arbitre désigné pour superviser les départs sera donc appelé juge arbitre des départs. Ce juge arbitre sera spécifiquement donc chargé d'assurer que l'ensemble des procédures de départ se déroulent conformément à la règle. En ce qui le concerne, le juge ou les juges arbitres chargés de la vidéo vont opérer depuis une salle. Je me souviens que Souren avait déjà fait une présentation ici avec les images à partir d'une salle où la plupart des gens avaient souvent vu qu'il y a des juges arbitres qui vont être dans une salle avec des moniteurs, avec beaucoup, donc, une multiplication des écrans qui rendent compte de ce que la multitude de caméras disposées sur le terrain dans les différentes orientations qui permettent donc que rien, qu'aucune situation n'échappe donc à la vigilance de ces caméras-là. On va les discuter. Et il devrait consulter les autres juges arbitres et sera en communication avec eux. Comme l'objet n'est pas d'aller dans les détails, donc il faut juste comprendre que lorsqu'il y a donc la salle vidéo, on va nommer un juge, un ou deux juges arbitres pour cela. Eh bien, les juges arbitres doivent veiller à ce que les règles, règlements, réglementations spécifiques de chaque compétition soient observées. Ça, c'est leur rôle principal. C'est leur ressort de s'assurer donc que toutes les épreuves, donc l'épreuve ou les épreuves pour lesquelles ils ont été désignés se déroulent en conformité avec les règles techniques de l'instance qui devra d'être ici d'abord et éventuellement donc l'instance en charge de la compétition soit observée. Ils vont décider en premier lieu, je dois ajouter cela, en premier lieu, sur toute réclamation ou objection qui concerne le déroulement de la compétition et sur tout problème qui survient pendant la compétition, y compris dans la zone d'échauffement, dans la chambre d'appel et après la compétition jusqu'à la cérémonie protocolaire de mise de médailles. C'est-à-dire que tant que cette cérémonie, lorsqu'elle est prévue, elle n'est pas encore effectuée, eh bien, les athlètes qui participent à une épreuve sont toujours sous l'autorité, on va dire, du juge arbitre compétent. Donc, ils vont se prononcer sur toute situation qui surviendrait et pour lesquelles la présente règle ne prévoit rien, ne contiennent pas de dispositions ni règlements applicables. Et le cas échéant, aussi nécessaire, en concertation, cela arrive de plus en plus maintenant dans les grandes compétitions, et cela se passe en concertation avec les délégués techniques. Le juge arbitre ne va pas opérer en qualité de juge ou de commissaire de course, mais il peut prendre toute mesure ou toute décision conforme aux règles sur la base de ses propres observations ou sur la base des rapports que lui font ces derniers et peut annuler la décision même d'un juge. Cela se passe à tous les niveaux, depuis la chambre d'appel, comme je le disais tantôt, jusqu'à la fin de l'épreuve
Le juge arbitre qui ne nous paie pas comme un juge peut cependant prendre une décision qui revoque la décision que les juges prennent et qui impacte le résultat de la compétition. Le juge arbitre doit donc agir, on va dire, en matière disciplinaire. Et je crois avoir suivi donc dernièrement une présentation, je crois que c'est Didier Foulon qui présentait cette présentation qui avait indiqué toutes les cartons que nous utilisons en athlétisme et donc qui montrait les 5 cartons en faisant la différence entre les cartons. Par exemple, au départ, que le juge arbitre est appelé à utiliser, à savoir le jaune et le rouge, parce que c'est de l'ordre de la discipline, alors même que les juges arbitres chargés, les groupes des juges au départ vont utiliser d'autres cartons qui seront le vert, le jaune noir, le rouge noir, pour différencier que ça, c'est pour ce qui concerne les aspects techniques de la compétition, alors que le juge arbitre, lui, il utiliserait des cartons jaunes et rouges qui sont de l'ordre disciplinaire. Donc, il va agir en matière disciplinaire et le juge arbitre de la chambre d'appel aura autorité, donc, depuis la zone d'échauffement jusqu'à la zone de compétition avant que les athlètes n'entrent dans cette zone pour passer sous l'autorité du juge arbitre compétent désigné pour l'épreuve en question. Dans tous les autres cas, donc, c'est le juge arbitre compétent de l'épreuve qui aura donc l'autorité sur l'ensemble de l'épreuve et sur les athlètes. On va parler donc du jury d'appel. Selon donc les compétitions internationales, il est prévu qu'un jury d'appel soit désigné et normalement, il devrait être composé d'un nombre impair. Des décisions qui arrivent parfois parce qu'il y a des votes, ils doivent être 3, 5 ou 7 personnes. Et un des membres du jury en sera le président et un autre le secrétaire général. Pardon, le secrétaire, donc le secrétaire du jury. Si et quand cela est jugé approprié, on peut faire en sorte que la personne qui joue le rôle de secrétaire ne fasse pas partie du jury et puisse être peut-être un employé ou un membre, un officiel de l'instance en charge de la compétition pour tenir le secrétariat. Dans les cas d'appel se rapportant à la règle 54, donc des règles techniques, donc les épreuves de marche, nous aurons au moins un membre du jury qui soit un juge international de marche ou un juge continental de marche. Donc, apprécier à sa juste valeur les décisions qui seront prises et qui vont concerner les situations qui feraient appel au jury d'appel. Les membres du jury d'appel ne doivent pas assister aux délibérations du jury concernant tout appel qui implique directement ou indirectement un athlète affilié à la même fédération membre dont il relève. Et donc, si vous êtes membre du jury d'appel, comme je crois serait très certainement John, je ne sais pas qui sera le troisième, pour être jury d'appel, membre du jury d'appel ou alors d'autres personnes en plus d'eux, si il arrive une situation qui est soumise au jury d'appel impacte donc un pays auquel l'un d'entre eux appartient, donc un athlète d'une fédération du même pays qu'un membre du jury d'appel, eh bien, ce membre-là ne doit pas assister aux délibérations. Si ce membre ne se retire pas, le président du jury va lui demander tout simplement de se retirer et quelqu'un d'autre, le conseil ou l'organe directeur compétent va désigner une autre personne compétente pour siéger pour cette situation seulement, pour siéger à sa place en attendant que la décision soit prise. Et donc, il est bien possible que des personnes, des membres soient prévus comme étant des suppléants pour remplacer éventuellement dans ces pareils cas
les membres des jurys d'appel quand le pays de provenance est impliqué dans une situation qui est présentée devant le jury d'appel. Alors, nous allons parler donc des réclamations et des appels. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est de la même façon? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Pour dire que les réclamations, eh bien, on peut avoir des réclamations avant la compétition. Les appels, on peut également, puisqu'on peut avoir une réclamation avant, eh bien, on peut avoir également un appel. Puisque, que je fasse une petite parenthèse pour vous donner un peu plus de détails, une réclamation est faite et donc une personne compétente a le devoir de se prononcer ou de prendre une décision. Et lorsque celui qui formule la réclamation n'est pas satisfait, eh bien, il a le droit d'aller en appel. Lorsque même il est satisfait, mais que ça impacte une autre partie, cette partie lésée peut donc aller directement en appel. C'est pourquoi, si nous pouvons avoir des réclamations avant la compétition, et bien également, on peut avoir des appels avant la compétition. On verra de quelle façon. On peut également avoir donc des réclamations pendant la compétition ou après une épreuve. On peut également, pendant la compétition, donc avoir des appels ou après une épreuve. Donc, durant la compétition. Cela peut bien se passer. Ensuite, la réclamation, comment est-ce qu'elle se fait? Il peut y avoir donc une réclamation immédiate. La réclamation peut se faire immédiatement. Alors que l'appel doit se faire donc dans un délai, comme les règles le prévoient, de 30 minutes qui suivent l'annonce officielle d'un résultat modifié, conséquence éventuellement d'une décision issue au terme de la décision que le juge arbitre prend face à une réclamation. Mais la réclamation peut être faite immédiatement en raison d'un faux départ ou en raison d'un essai jugé comme faute. Nous allons voir dans les détails. Ou la réclamation alors, lorsqu'elle concerne les résultats officiels de la compétition, va se faire dans un délai, pas plus de 30 minutes, dans un délai de 30 minutes qui suivent donc l'annonce officielle des résultats. Eh bien, pour ce qui concerne les appels, c'est dans les 30 minutes qui suivent l'annonce officielle du résultat modifié ou les 30 minutes qui suivent la notification aux personnes qui font la réclamation lorsqu'une notification du résultat n'intervient pas. C'est-à-dire que je formule une réclamation, il y a une notification qui me parvient par rapport à la réclamation que j'ai formulée et qui ne me donne pas raison et donc ne donne pas de changement au résultat. Eh bien, dans les 30 minutes qui suivent cette notification de la décision du juge arbitre, j'ai le devoir de le faire donc, dans les 30 minutes, l'appel. La réclamation, eh bien, elle est verbale. Elle est verbale pendant que l'appel doit se faire par écrit. Donc, la réclamation doit se faire oralement, soit directement par l'athlète concerné, soit par quelqu'un qui agit en son nom. Il doit se faire en premier lieu donc, auprès du juge arbitre. Alors que l'appel doit être fait par écrit et doit être accompagné d'une caution habituelle, donc dans la pratique de $100 USD ou de son équivalent dans la monnaie locale. Comme la réclamation, l'appel peut également être fait par un athlète ou par quelqu'un agissant en son nom, par un officiel représentant son équipe. Il faut dire qu'un athlète qui formule une réclamation ne peut la formuler que s'il est concerné par l'épreuve concernée, c'est-à-dire seulement s'il concourt dans le même tour de l'épreuve. S'il a un intérêt de bonne foi, on va le dire comme ça. Si l'athlète n'a pas un intérêt de bonne foi dans l'épreuve concernée, eh bien, il n'a pas la possibilité
possibilité de formuler une réclamation. Si, par exemple, il y a une épreuve qui se déroule, et mettons une épreuve de 100 mètres, il y a un athlète, si ce n'est pas une rencontre entre pays, des matchs qui vont donc être impactés par les points qui vont être attribués aux équipes, il n'est pas aux 100 mètres, il est aux 200 mètres. Eh bien, il n'a pas la possibilité d'aller formuler une réclamation, sauf s'il le fait au nom de quelqu'un qui est membre de son équipe. Pour l'appel, l'athlète ou la personne agissant en son nom ne peut formuler l'appel seulement que s'il concourt dans le même tour de l'épreuve à laquelle la réclamation se rapporte, ou s'il concourt dans une compétition pour laquelle, comme je le disais tantôt, il est effectué des décomptes de points comme les matchs entre clubs, entre pays. Dans les deux cas, dans le cas, par exemple, de la réclamation, lorsque l'athlète veut formuler ou la personne agissant en son nom veut formuler une réclamation et qu'il n'a pas accès au juge arbitre, eh bien, il peut formuler la réclamation, il peut bien formuler la réclamation, quoique verbal, via un formulaire qu'il peut trouver donc, au niveau du centre d'information technique. Ce n'est pas interdit, surtout si la compétition en cours prévoit ce formulaire. En pratique, chez nous, lorsqu'on parle de réclamation et qu'on dit qu'elle est orale et qu'elle est formulée à l'endroit du juge arbitre parce que les gens ne trouvent pas le juge arbitre, ils ont des problèmes. Non, il est bien possible de pouvoir soumettre au juge arbitre la réclamation par écrit sur un formulaire qui est disponible au niveau du centre d'information technique. Pour l'appel, au contraire, eh bien, c'est tout par le biais donc, du formulaire disponible. Et donc, nous pouvons voir ici, par exemple, un exemplaire du formulaire d'appel, jury d'appel disponible à la chambre d'appel que vous récupérez, rempli, déposé et signé, accompagné d'une caution financière de $100 qui vous seront retournés lorsque la décision du jury d'appel va dans votre sens, lorsque votre appel est accepté. Il ne vous sera pas retourné, bien évidemment, lorsque vous n'avez pas raison. Les réclamations et les appels. Nous avons dit tout à l'heure que les réclamations peuvent se faire avant le démarrage de la compétition. Oui, une réclamation peut être formulée auprès du délégué technique sur le droit d'un athlète à participer. Donc, vous s'est dit que le droit d'un athlète, pour des raisons autres, donc, avant la compétition, lorsque on refuse à un athlète de participer, il faut formuler une réclamation auprès du délégué technique. Lorsqu'il n'a pas satisfaction, oui, il a un droit d'appel auprès du jury d'appel. Et donc, il peut donc aller en appel par rapport à la décision du délégué technique. Lorsque l'athlète formule une réclamation auprès du juge arbitre, eh bien, et cela concerne les résultats d'une épreuve à laquelle il a participé, ou alors carrément le déroulement, c'est-à-dire que de la façon dont les juges ont mené une épreuve qui n'est pas satisfait du tout, bien, il peut formuler donc une réclamation auprès du juge arbitre, naturellement. Et donc, les décisions que le juge arbitre sera amené à prendre seront susceptibles d'être contestées auprès du jury d'appel par le même athlète ou la personne agissant en son nom et pour demander que réparation soit faite. Une réclamation peut être formulée pour un faux départ. On a dit lorsque un athlète a été jugé comme ayant fait un faux départ, il peut faire une réclamation orale immédiate. Et le juge arbitre peut l'autoriser donc à participer à l'épreuve sous réserve, sauf
s'il y a un système d'information sur les départs qui est en fonction et que les informations fournies par ce système d'information sur les départs, ces informations sont fiables selon le juge-arbitre. C'est seulement dans le cas où, selon toute vraisemblance, nous l'avions dit dans une présentation dernièrement, je crois que c'était avec Didier Foulon, si les informations que le système d'information sur les départs n'est pas fiable, quelqu'un a posé la question à la fin, oui, dans le cas, par exemple, où tout départ, on a 3-4 athlètes qui sont fautifs, on constate qu'il y a un dysfonctionnement de ce système, eh bien, le juge-arbitre va donc autoriser l'athlète à concourir sous réserve. Ou alors, lorsque un faux départ survient, c'est que le stataire de rappel ou le stataire lui-même ne rappelle pas la course. Oui, un athlète qui participe à la course et qui finit celle-ci va formuler une réclamation auprès du juge-arbitre. Et si le juge-arbitre prend une décision qui ne sont pas satisfaits, eh bien, pourront aller en appel. Dans les détails. Donc, la réclamation, lorsqu'elle est formulée auprès du juge-arbitre, c'est un devoir pour le juge-arbitre de prendre une décision. Et pour prendre une décision, le juge-arbitre doit consulter toutes les preuves disponibles pour prendre sa décision. Il doit les prendre en considération, y compris toutes preuves disponibles fournies par une séquence vidéo officielle ou non officielle. Il doit consulter toutes les personnes concernées, toutes les personnes, pour arriver donc à prendre une décision équitable qui ne souffre d'aucun désavantage d'un athlète sur un autre, d'aucun avantage d'un athlète sur un autre. Donc, pour prendre une décision équitable, le juge-arbitre doit consulter toutes les preuves disponibles et toutes les personnes concernées. Un appel, lorsqu'il est déposé, eh bien, le jury d'appel doit se prononcer. Et pour se prononcer, le jury d'appel va consulter toutes les preuves disponibles, toutes les personnes concernées, y compris toutes preuves disponibles fournies par une séquence vidéo. Je crois que, parlant du jury d'appel, Soren, la dernière fois, avait donné la preuve de ce qu'ils ont pu identifier une caméra d'une équipe, l'équipe du Japon, dans une décision qui avait été prise pour un faux départ. Donc, ils ont identifié qu'il y avait une caméra de l'équipe du Japon. Ils ont fait appel à l'équipe pour demander s'ils pouvaient avoir accès à la vidéo. Et c'est cette vidéo qui leur a permis donc de constater qu'il y avait un tableau on va dire, scoreboard qui était de l'autre côté et qui a permis donc d'identifier que, ou bien d'indiquer que les athlètes n'étaient pas fautifs au départ et donc de résoudre la situation. Donc, ils peuvent consulter toutes les preuves disponibles, y compris une séquence vidéo, que ce soit donc de l'organisation ou non. Donc, ils ont ce pouvoir-là. Eh bien, ils vont consulter toutes les personnes concernées, y compris les juges-arbitres concernés. Les réclamations et les appels. Eh bien, les réclamations donc, concernant le droit d'un athlète à participer à une compétition, eh bien, nous l'avons dit, cela se fait avant le début de la compétition, cela se fait auprès du délégué technique et après décision, eh bien, les athlètes ont droit à un appel auprès du jury d'appel. Si le cas n'a pas été réglé de manière satisfaisante, eh bien, après donc cette décision et que les athlètes continuent donc d'insister, on peut donc les autoriser pour garantir leurs droits, les autoriser donc à participer à la compétition sous réserve en attendant de régler la question plus tard afin de garantir leurs droits. Réclamation et appel toujours, nous allons donc venir sur les spécificités qui concernent donc les réclamations et notamment les réclamations orales immédiates. Et nous parlions tout à l'heure donc de la réclamation orale immédiate qui concerne
un athlète qui est fautif, enfin qui est désigné comme étant fautif lors d'une procédure de départ. On le désigne comme ayant fait un faux départ. Eh bien, l'athlète, selon ses droits, peut formuler une réclamation orale immédiate auprès du juge arbitre de départ ou le juge arbitre de course de marche compétent s'il n'y a pas un juge arbitre spécifique chargé donc de départ. En cas de doute, et donc, cet athlète peut participer sous réserve, sauf si le faux départ a été décelé par un système d'information et que l'information fournie par ce système est exacte, si le système est en fonctionnement et que les informations que le système fournit sont exactes, même si l'athlète formule une réclamation orale immédiate et qu'on a la preuve donc que le système fonctionne bien et que le système l'indique comme ayant commis un faux départ parce que son temps de réaction serait inférieur à 0,1 seconde, eh bien, à ce moment-là, cet athlète ne sera pas autorisé à concourir sous réserve. L'athlète aura donc la possibilité de courir seul si, après qu'il a été désigné comme étant fautif pour le faux départ, eh bien, il sort, mais qu'il formule une réclamation après qu'on constate qu'il il avait raison, qu'on l'avait exclu injustement, eh bien, le juge arbitre, donc, avec la décision du délégué technique, on va fixer la performance qualificative et il va courir seul. Donc, un athlète peut courir seul. Une équipe de relais peut donc prendre une course seule. Nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises lors de compétitions où on voit un athlète seul en train de prendre part à une épreuve. Lorsque la performance qualificative dans ce cas est fixée, que l'athlète arrive à l'obtenir, eh bien, sera autorisé, l'athlète ou l'équipe donc sera autorisé à passer au suivant. Et donc, lorsque le stataire n'a pas rappelé un faux départ, par exemple, bien, juste immédiatement, les athlètes, lorsqu'ils ont terminé la course, peuvent formuler une réclamation orale immédiate auprès du juge arbitre de départ, le juge arbitre des épreuves de marche, lorsqu'il n'y a pas de spécifiquement chargé de départ. Cette réclamation peut être formulée par un athlète qui a terminé la course ou un officiel qui formule la réclamation au nom de cet athlète ayant terminé la course. Le juge arbitre aura le pouvoir de prononcer que l'épreuve est nulle et en totalité ou en partie. C'est pour ça, en totalité, ce qui va faire que tout le monde la reprenne, à l'exception de l'athlète qui avait été donc fautif, mais que la course n'a pas été rappelée, ou alors en partie. Donc, c'est le cas où nous avons vu qu'un ou plusieurs athlètes pouvaient reprendre la course pour réaliser une performance qui leur permettrait d'accéder au tour suivant. Lorsqu'une réclamation est faite par un athlète, pas quelqu'un agissant en son nom ou pas une équipe, donc au nom d'une équipe qui n'a pas terminé la course, le juge arbitre doit tout d'abord d'être disqualifié en violation des règles par rapport avec l'objet de la réclamation. Avant de prendre sa décision, si tel est le cas, eh bien, la réclamation sera tout simplement rejetée. Donc, nous pouvons donc voir ici un exemple que John ou le suggéré avec un athlète. Ok, tu peux recentrer ton micro un coup, on te perd là. Ça va mieux? Soren, ça va mieux? Oui, c'est mieux, c'est mieux. Ah, d'accord, je me suis rapproché. À ce moment, je ne sais pas si on voit la totalité de mon visage. Et donc, je partage ces images que John Oloreto a proposées concernant donc un athlète qui avait été jugé comme un
coupable du faux départ, mais qui, après la réclamation de son équipe, a été autorisé donc à courir seul pour, comme l'indique ici, la performance fixée c'était pour une épreuve de 60 mètres en salle, donc fixée à 6,12, à 6 secondes 112. C'était la dernière performance qualificative pour les demi-finales, donc il a pu concourir seul, comme nous pouvons le voir ici, à gauche, avec le juge qui lui brandit le carton rouge-noir pour indiquer qu'il est fautif, et à droite, constater qu'il avait toujours couru dans le couloir 4, donc dans les mêmes conditions, sauf cette fois-ci qu'il était seul à concourir parce que c'était pour lui garantir tous ses droits après sa réclamation. Une réclamation peut être formulée lorsqu'un athlète concourt, lorsqu'un athlète, réclamation orale immédiate, lorsqu'un athlète n'est pas d'accord avec une décision qui concerne un de ses essais. Lorsque cela arrive, que on ne peut pas rapidement régler la question, eh bien, le juge arbitre va autoriser, il faut toujours mesurer cette performance et la mettre sous réserve, garantir le droit de l'athlète. Parce que si on ne mesure pas, et donc justement pour ça, les juges qui sont au niveau donc, de l'impact dans le secteur doivent fonctionner sans faire attention tout de suite à ce qui se passe de l'autre côté. Un athlète fait son lancer, l'engin tombe dans le secteur convenablement. Il faut immédiatement aller piquer à l'endroit et attendre. Parfois, les juges certains juges, pas tous, sont tentés donc de regarder quel type de drapeau, puisque le juge, avec les deux drapeaux blancs et rouges, doit lever immédiatement le drapeau rouge qui indique que l'essai est nul lorsqu'il y a faute. Et donc, il faut quand même aller planter et attendre de voir si tout se passe bien avant de retirer le piquet. Donc, en cas de doute, il faut mesurer l'essai pour garantir les droits de l'athlète et mettre cette performance sous réserve. Et le juge arbitre prendra la décision après pour voir si l'athlète avait raison ou non. Si l'essai faisant l'objet de la réclamation s'est déroulé lors des 3 premiers tours, c'est-à-dire que nous sommes dans un concours de sauts horizontaux ou de lancer, eh bien, dans un concours comme celui-là, nous avons 6 essais et que c'est lors des 3 premiers essais que cela se passe. Et donc, s'il y a plus de 8 athlètes, on sait que donc à ce niveau-là, il faut qualifier les 8 meilleurs athlètes au terme des 3 premiers essais qui vont continuer le concours pour effectuer les 3 derniers essais. Eh bien, si l'athlète concerné formule une réclamation orale immédiate et obtient une performance qui peut lui permettre de poursuivre, eh bien, il va continuer. Il va continuer la compétition en fonction de cette performance sous réserve. Dans de tels cas, quelle que soit cette performance, même si c'est la meilleure performance obtenue au terme des 3 premiers essais, ça va être cet athlète qui commence en premier, puisque l'ordre dans lequel les athlètes vont poursuivre les 3 derniers essais sera l'ordre inverse de leur classement obtenu après donc, que leur meilleure performance ait été classée dans l'ordre décroissant. Et donc, il va commencer le premier. Dans une épreuve de saut vertical dans laquelle l'athlète progresse vers une hauteur plus élevée uniquement si la réclamation l'appelle subséquente est acceptée, eh bien, le juge arbitre peut, en cas de doute, autoriser l'athlète à continuer à concourir sous réserve afin de garantir ses droits et le droit de tous ceux qui sont concernés. Le juge arbitre alors prendra une décision à partir du moment où il arrive donc à se prononcer de façon équitable par rapport à la réclamation qui est formulée. Dans le premier cas, l'athlète a été autorisé
à continuer à continuer les 3 derniers essais en vertu d'une performance sous réserve. Une fois que le juge arbitre peut trancher, si il est prouvé que l'athlète avait tort, bien la performance sous réserve n'est plus valable et sera donc retirée. Cette performance sera retirée, toutes les performances qui auraient suivi. Mais si un athlète est amené, un athlète différent de celui qui a formulé la réclamation orale immédiate, est amené à continuer les 3 essais supplémentaires en vertu de ce qu'un autre athlète a formulé une réclamation orale immédiate, toutes les performances que cet athlète aurait réalisées vont être considérées comme étant valables. Je parle d'autres athlètes qui avancent en fonction donc, de la performance, de sa performance, parce que quelqu'un a formulé une réclamation orale immédiate. On pourra donc peut-être aller dans les détails de cette situation à la fin, au moment donc de la parole pour les questions. La performance de l'athlète faisant l'objet de la réclamation ainsi que toute autre performance réalisée par lui lorsque l'athlète concourt sous réserve sera validée seulement si une décision est prise ensuite dans ce sens. Si la décision du juge arbitre est prise et qu'elle donne raison à l'athlète. Si un appel est fait auprès du jury d'appel et accepté, et donc toutes ces performances seront validées. Dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, eh bien, ça va être annulé. Dans les concours, lorsque, et c'est ce que je disais tantôt, du fait d'un athlète participant à une compétition sous réserve, un autre athlète est autorisé à continuer la compétition alors qu'il ne l'aurait pas fait autrement, eh bien, les performances qu'il aurait réalisées éventuellement resteront valables, que la réclamation de l'autre athlète aboutisse ou non. Eh bien, nous pouvons donc voir ici un résultat que vous pouvez voir en haut, que ce résultat a été révisé. C'est mis en rouge parce que pour indiquer que le premier résultat avait déjà été publié et que ce résultat a été modifié en raison de ce que le DOSA 1940 au 3e essai a été donc, allons voir ce que cela veut dire. Le DOSA 1940, c'est bien l'athlète qui se trouve en 9e position. Eh bien, son résultat au 3e essai avait été modifié. Nous ne voyons pas ici. Donc, il avait réalisé une performance 1900. Bon, ça se voit clairement. Donc, eh bien, cette performance avait été donc a été amendée. En tout cas, cela a impacté le résultat et donc ça amène les organisateurs, après la décision qui a été prise, de publier un résultat révisé. Ce résultat va faire l'objet, et moi je peux donc citer un exemple personnel où des résultats ont été notifiés. Justement, je crois que John était membre du jury d'appel, Souren également, lors d'un concours de lancer de disque assis. Je dois faire référence à cette épreuve qui n'est pas concernée par ce que nous disons, mais c'est un exemple typique, c'est un cas d'école où j'ai été amené en tant que juge arbitre lorsque j'ai été sollicité par mes collègues, c'est pas moi, ils ont été donc comment on dit, c'est eux qui ont attiré mon attention sur le fait que l'athlète, il leur semblerait que sa façon de lancer devrait être considérée comme étant des fautes. J'ai été amené à regarder les vidéos. J'ai décidé que, effectivement, l'athlète commettait des fautes, ce qui amène
a annulé tous les résultats effectués par l'athlète. Conséquence, l'athlète, après que tout le monde a vu qu'il avait les meilleurs lancers, a été déclaré comme n'ayant aucune performance valide. Ensuite, lorsque j'ai pris cette décision et qu'on a publié les résultats, cet athlète a formulé une réclamation. J'ai maintenu ma position. Il est allé en appel près du jury d'appel. Le jury d'appel me faisant appel à toutes les personnes concernées, regardant toutes les preuves disponibles, constate qu'il y avait un des essais qui était valable. Et donc, modifie le résultat du concours, ce qui ramène cet athlète qui n'avait aucune performance valide comme étant le vainqueur de l'épreuve. Conséquence, les 3 premiers athlètes qui avaient été publiés premièrement, donc premier, deuxième, troisième, deviennent respectivement deuxième, troisième et quatrième. Tous ces athlètes-là retournent en appel. Et donc, bonjour les dégâts, je crois que Souren se souvient de la situation et qui peut nous dire peut-être comment ils ont réglé cette situation. John aussi devrait être de la partie. Cela devrait s'être passé en 2019. Et je crois que finalement, l'appel formulé par les 3 autres athlètes avait été rejeté en vertu de ce que la performance qui avait été validée par l'athlète qui est devenu finalement premier avait été acceptée, validée par le jury d'appel. Le juge arbitre pourra réexaminer sa décision même s'il l'avait déjà prise lorsque de nouveaux éléments lui parviennent, à condition que cela soit toujours applicable, tout naturellement. Lorsqu'il reprend, il a pris une décision, eh bien, il peut revenir sur sa décision. Donc, lorsque de nouveaux éléments lui sont présentés ou qu'il découvre de nouveaux éléments, à condition que cela soit encore applicable. Normalement, ce réexamen pourra intervenir seulement avant la cérémonie de remise des récompenses. Donc, il a statué, il a pris une décision par rapport à une réclamation qui impacte un résultat. Eh bien, si la cérémonie de remise des médailles n'est pas encore intervenue, il peut donc réexaminer sa décision et la changer. Le jury d'appel également pourra réexaminer sa décision en cas de présentation d'éléments nouveaux, concluants, et pour autant que la nouvelle décision soit toujours applicable. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas encore eu la cérémonie protocolaire de remise des médailles pour l'épreuve en question. Sauf si l'organisme dirigeant estime que les circonstances justifient d'agir autrement. La décision du jury d'appel, nous avons souvent le cas de le dire, sont définitives et il n'y aura pas de droit d'appel ultérieur, y compris auprès du tribunal arbitral du sport. C'est-à-dire dans le cadre du sport, c'est pas les conditions, les cas qui amènent devant le tribunal arbitral du sport ne sont pas les cas issus des décisions prises par un jury d'appel normalement constitué et qui prennent des décisions au thème d'une procédure de réclamation et ou d'appel. La réexamination donc d'une nouvelle preuve peut impacter les décisions prises par soit le juge arbitre, soit le jury d'appel. Et donc, on peut constater ici sur l'image que nous avons au 110 mètres de finale la compétition de Doha en 2019, où il y a eu cette compétition que tout le monde a dit que c'était une compétition avec des décisions, beaucoup de décisions politiques. Eh bien, on a décidé de remettre, parce qu'il avait été véritablement impacté par la situation, de lui remettre
une deuxième médaille à Ortega de remettre une deuxième médaille de bronze. Donc, ça a été, on a considéré qu'il avait été lésé, qu'il pouvait donc terminer comme il le réclamait, troisième, et la médaille de bronze lui a été consignée. Donc, alors, voilà globalement sur ce qu'il fallait dire, en faisant un petit résumé de toutes les façons pour dire que c'est le droit. Il y a des droits, il y a des devoirs, le droit des athlètes, le droit des équipes, le droit des officiels des équipes à formuler donc des réclamations auprès donc du juge-arbitre lorsque ces réclamations sont relatives au résultat officiel d'une compétition ou à la conduite de ces épreuves-là. Nous avons vu que les réclamations doivent être formulées oralement auprès du juge-arbitre, mais que lorsque le juge-arbitre n'est pas accessible, il peut bien arriver de pouvoir soumettre ces réclamations par écrit, quoique oral, par le biais d'un formulaire disponible au centre d'information technique. Nous avons dit que les réclamations doivent être formulées par l'athlète lui-même ou quelqu'un agissant en son nom, mais que la réclamation ne peut être formulée que par une personne ayant un intérêt de bonne foi dans l'épreuve. Nous avons dit que la réclamation qui concerne le résultat d'une épreuve doit être formulée dans les 30 minutes qui suivent la publication officielle des résultats. C'est pourquoi chaque fois qu'un résultat est proclamé, les officiels marquent le temps. Chaque fois que cela est posté, selon le cas, le temps est indiqué. Nous avons parlé des réclamations orales immédiates. Réclamation orale immédiate lorsque, au départ d'une course, un athlète est considéré comme ayant été coupable d'un faux départ, mais qui n'est pas d'accord, eh bien, il peut formuler une réclamation orale immédiate et le juge-arbitre peut autoriser cet athlète, en cas de doute, à participer à la course sous réserve et prendre une décision ultérieurement. Sauf s'il y a sur place en fonctionnement un système d'information sur le départ et que les informations fournies par ce système agréé sont fidèles. Si ces informations ne le sont pas, eh bien, le juge-arbitre peut autoriser l'athlète à concourir sous réserve et à prendre une décision ultérieurement. Nous avons dit qu'un athlète, dans ce cas, qui a participé à une course en vertu de sa réclamation orale immédiate, de continuer dans les tours suivants tant que le juge-arbitre n'a pas encore pris une décision finale, parce qu'il n'a pas encore eu les éléments nécessaires pour prendre une décision finale. Nous avons dit que lorsque le juge-arbitre prend une décision et que l'athlète qui fait la réclamation n'est pas satisfait, il a le droit donc d'aller en appel auprès du jury d'appel. Ou alors, lorsqu'il est même satisfait, mais que d'autres personnes sont lésées, considérées comme étant lésées, eh bien, ils peuvent aller directement auprès du jury d'appel. Nous avons dit que le jury d'appel, dans les compétitions internationales, c'est normalement 3, 5, 7 personnes et que parmi ces membres, l'un sera le président, un autre le secrétaire, et que dans la pratique, généralement, le secrétaire peut ne pas être directement membre du jury d'appel. Nous avons également dit que le jury d'appel, lorsqu'il y a un membre qui est concerné par une équipe membre de son pays, eh bien, il doit se retirer. S'il ne le fait pas, le président du jury doit lui demander de se retirer et l'instance responsable de la compétition va désigner parmi les membres suppléants existants quelqu'un pour siéger pour ce cas. Après, l'autre peut revenir pour continuer à siéger comme membre du jury d'appel. Nous avons dit que les appels sont formulés auprès du jury d'appel et sont formulés par écrit, accompagnés d'une caution financière dans la pratique de $100 US
et sont formulées pour être valables dans les 30 minutes qui suivent la décision du juge-arbitre ou alors la notification aux personnes qui réclament donc, de la décision du juge-arbitre. Nous avons dit que l'athlète peut formuler un appel ou une personne, un officiel de son équipe formuler en son nom, mais qui ne peuvent le faire que lorsqu'ils ont un intérêt de bonne foi dans la question, dans la situation, dans l'épreuve. Nous avons également dit que, comme pour la réclamation, le juge-arbitre doit absolument consulter toutes les preuves disponibles, y compris les séquences vidéo, également au niveau des appels, le jury d'appel doit absolument prendre une décision ayant consulté toutes les preuves disponibles, y compris les séquences vidéo, toutes les personnes qui sont concernées. Nous avons dit que le juge d'arbitre peut réexaminer sa décision. Lorsque d'éléments nouveaux se présentent à lui et que la nouvelle décision est toujours applicable. Généralement, lorsque la cérémonie protocolaire de remise des médailles n'a pas encore été effectuée. C'est pareil pour le jury d'appel. Le jury d'appel va pouvoir réexaminer sa décision lorsque des éléments nouveaux arrivent à son niveau et sont concluants. Si ces éléments nouveaux sont concluants et que cela est encore pratique, eh bien, le jury d'appel va réexaminer sa décision. Nous avons dit que les décisions du jury d'appel sont sans appel et ne peuvent pas être poursuivies devant le tribunal arbitral du sport. Et donc, voilà la synthèse de tout ce que nous n'avons pas la prétention d'avoir vraiment parcouru, mais nous avons donné l'essentiel et nous allons ouvrir la page des questions afin que nous allions peut-être sur les aspects que nous n'avions pas abordés et qui pourraient donc faire objet de débat de façon à ce que cette présentation puisse être la plus proche possible de la réalité. Voilà, chers collègues, voilà, Soren. Merci, Okri. Donc, tu peux ouvrir le chat. Il y a des questions qui sont ici. Il y a peut-être également des questions qui ont été envoyées. Précédemment, je l'ai mis dans le chat. D'accord, OK. Alors, donc, allons voir les questions qui sont ici. Je crois que ce sont donc les questions posées par Naïkou Kemraz. Première question. Comment un juge arbitre peut-il évaluer la validité d'une protestation émise par un athlète? Donc, je crois comprendre que d'une réclamation émise. Premièrement, quand il parle de validité, je crois que cette question a été posée en anglais et que c'est Soren qui l'a traduite. Je comprends. Comment un juge arbitre peut-il évaluer la validité? Première des choses, pour dire validité d'une réclamation, c'est est-ce qu'elle est recevable? La réclamation, n'est recevable lorsqu'elle est formulée dans les délais impartis, donc 30 minutes après la décision, enfin, après la proclamation des résultats officiels. Ensuite, cette réclamation ne peut être valable que lorsqu'elle est formulée par un athlète ayant un intérêt de bonne foi dans les... C'est-à-dire qu'un athlète, par exemple, qui a terminé, qui participe au même tour de l'épreuve, ou un athlète, pour ce qui concerne une épreuve de course, qui a terminé la course. Et à partir de ce moment, eh bien, la réclamation, elle est recevable et le juge arbitre donc doit prendre une décision, doit trancher. Ça peut aller? Oui, et puis n'oublie pas, la tête termine la course bona fide. Oui, de bonne foi. Tu as dit, hein? Oui, OK. Il y a une deuxième question, n'est-ce pas? En tant que juge arbitre, comment gérer une situation
où un spectateur pénètre sur la piste et interrompt la course. Alors, interrompre la course veut dire que toute la course s'arrête. Toute la course s'arrête. Normalement, dans ces conditions, il faut évaluer le cas. Ce sont les cas qui nous sont posés lors de nos examens. Premier cas, nous sommes dans une épreuve donc de haies, 110 mètres haies ou 400 mètres haies ou je ne sais pas quoi. Lorsque cela survient et que cela n'est pas le fait d'un athlète, tout naturellement, bien, il faut évaluer et voir s'il est possible de reprendre. C'est une défaillance du système de sécurité. Cela ne concerne pas les athlètes qui en sont responsables. Donc, il faut absolument trouver les moyens de reprendre si cela est encore possible. En fonction de la distance de l'épreuve, voir si cela est encore applicable. Si c'est une épreuve de 10 000 mètres se déroulant le dernier jour d'une compétition qui, je doute fort qu'un athlète, un spectateur puisse interrompre. Je veux comprendre par cette question, par exemple, qu'un spectateur vient obstruer ou percuter, même un officiel de la compétition, un volontaire, est rendu coupable d'un télescopage d'un athlète qui est lésé, sérieusement lésé, eh bien, s'il est encore possible de lui permettre d'accéder, si c'est un tour précédent qui doit permettre d'aller à un tour suivant, cet athlète devrait être autorisé à continuer le tour suivant, même n'ayant pas terminé la course. Mais si c'est une finale et que c'est une finale de 100 mètres avec la possibilité pour cet athlète de courir seul, on va lui fixer la performance comme le cas que nous avons vu. Il va courir seul. Mais si c'est une épreuve de longue distance et que c'est le dernier jour, même d'ailleurs, même si ce n'était pas le dernier jour, c'est difficile donc de faire recourir. Si c'est une finale, on ne pourra pas malheureusement faire grand-chose, malheureusement. Et donc, les organisateurs devraient prendre toutes les dispositions pour éviter que ces cas ne surviennent si c'est une compétition qu'un athlète a préparée de très longues années, que cela survient et qu'il est sérieusement lésé, cela va ternir l'image de l'organisation. Il faut tout faire pour éviter cela. Tu as quelque chose à ajouter? Non, non, tu as déjà tout couvert. Non, c'est bon. Il faut évaluer par rapport avec les circonstances de la course. Donc, il y a toute une machinerie qui va être enclenchée à ce moment-là, où dans ce cas précis, le juge arbitre peut difficilement, lui, décider tout seul. Hein. Il doit consulter le délégué technique aussi. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu à ce moment-là. Voilà. Merci, Sourey. En tant que juge arbitre, que feriez-vous quand une erreur, pardon. En tant que juge arbitre, que feriez-vous quand une erreur a été commise en calculant en décomptant le nombre de tours lors d'une finale de 10 000 mètres? Ah ben, écoutez, lorsque le nombre de tours, le décompte a été mal fait, eh bien, il faut donc considérer le rang, le classement, pour les raisons comment on dit, pour les médailles, c'est-à-dire medal purpose, pour la remise des médailles. Malheureusement, les performances qui devraient être courues sur 10 000 mètres auraient été courues sur 10 400 mètres. Et donc, ces performances-là ne peuvent pas être reconnues, que ce soit des records ou non. Mais le classement de l'épreuve sera reconnu et les médailles attribuées aux trois qui arrivent en tête de course, or, argent et bronze. En tant que juge arbitre, comment gérez-vous une situation où un athlète est incapable? Je ne suis pas sûr de voir la totalité. Voilà. En tant que juge arbitre, comment gérez-vous une situation où un athlète est incapable de terminer une course en raison d'une déshydratation soudaine? Alors, mais écoutez, en tant que juge arbitre, vous vous occupez de la validité de la course, vous assurez qu'elle se déroule en conformité. Si l'athlète ne peut pas terminer la course, il sera considéré comme
n'ayant pas terminé la course. Et c'est une déshydratation soudaine. Cela concerne du chapitre de l'équipe médicale qui doivent donc s'en occuper. Vous ne pouvez rien faire convenablement que considérer cet athlète comme n'ayant pas terminé la course. Je ne sais pas quel est l'avis du super. Non, non, tout à fait. Là, il y a l'aspect médical, l'aspect de la vie de l'athlète, et c'est Oui. le délégué médical ou l'équipe médicale. qui prend la décision. Il faut associer, oui, la Ouais. décision. Il y a une autre question qui dit comment un juge arbitre peut-il aider à empêcher les protestations de perturber la compétition en cours? Je dois comprendre cette question de cette façon-ci. Comment le juge arbitre doit procéder pour éviter que une réclamation ne perturbe le bon déroulement d'une compétition. Nous l'avions dit tout à l'heure, par exemple, s'il y a une réclamation, départ d'une course ou sur un faux départ, s'il y a des doutes, ben, le juge arbitre autorise l'athlète à courir sous réserve. Si c'est dans un concours, l'athlète effectue un essai que les juges ont jugé comme étant faute, l'athlète formule une réclamation orale immédiate, eh bien, le juge arbitre va autoriser qu'on mesure la performance, sauvegarder les intérêts de tous et permettre à la compétition donc de se dérouler normalement et prendre une décision après. Aucune des décisions qui sont prises par rapport aux réclamations ne doit perturber le bon déroulement des épreuves. Et les juges arbitres doivent veiller à prendre leurs décisions, à permettre, comme la règle leur donne droit, à laisser les athlètes à continuer sous réserve de façon à prendre une décision ultérieure. Dans le cas d'une course, inutile de laisser donc le cas du Drummond, je crois, à Paris, afin que la course la compétition a traîné en longueur parce que l'athlète a refusé de quitter la piste. Et si cette règle était déjà en vigueur et que le juge arbitre avait permis à l'athlète donc de participer, de courir sous réserve, on n'aurait pas eu cette perturbation. Alors, je vois ici une question qui dit la question qui s'est posée hier à propos de la réclamation est de savoir si, ayant obtenu un record dans les tentatives qu'elle a effectuées sous protestation, si l'appel est rejeté, la marque peut-elle être validée? Non. Si l'athlète est autorisé à poursuivre le concours sous réserve et que le juge arbitre arrive à prendre une décision qui ne va pas dans le sens de l'athlète, toutes les performances réalisées après, qui ont fait, enfin, les performances réalisées en vertu de la performance mesurée sous réserve, eh bien, toutes ces performances ne sont pas valables, sont annulées. Quel que soit, si c'est un record, si c'est tout ça, c'est sous réserve. Et donc, si la décision va à l'encontre, non, mais le record ne sera pas valable. Même si ça compte pour le résultat pour la compétition. Non, si il est débouté, eh bien, ce n'est pas valable. Je ne sais pas si Sourel est toujours là, mais à mon avis, si un athlète évolue en vertu d'une performance mesurée sous réserve, eh bien, si la décision du juge arbitre est de rejeter, eh bien, cette performance-là, toutes les performances qui ont succédé à cela ne seront pas considérées comme étant valables, y compris les records. Mais là, il faut l'athlète peut aller jusqu'au jury d'appel. Hein. Si après le jury d'appel,
la décision est toujours la même à ce moment-là. Aucun des performances faites sous réserve ne va être comptabilisé, y compris le Oui, recours. si. Il a le droit, une fois que le juge arbitre a pris sa décision, d'aller auprès du jury d'appel. Bon, si tu réponds comme ça, mais parce que ici, je vois si la protestation de savoir si ayant obtenu un record, si l'appel est rejeté. Oui, c'est vrai. Donc, le juge arbitre se prononce. Si l'athlète a raison, eh bien, ses performances, y compris le record, seront valables. Mais si c'est rejeté, toute performance réalisée en vertu de la performance mesurée sous réserve seront annulées. Donc, quand je dis performance rejetée, c'est jusqu'à l'appel. Surtout ici que c'est écrit appel, donc auprès du jury d'appel. Merci Soren pour l'éclairage. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là? Je ne vois pas maintenant. Est-ce que la procédure permet aux gens donc, de Didier et autres, Didier est là? Comment cela se passe? Est-ce qu'on peut poser des questions? Absolument. Il suffit de lever la main et puis ils peuvent intervenir, unmute et intervenir. Est-ce que Claudia veut poser une question? Alors, Didier. Alors, mon frère Mikawi, allons-y pour les questions. Ton micro, Mikawi. Oui. Non, bonsoir tout le monde. Non, je n'ai pas de questions pour vous parce que j'ai suivi la séance, c'était bien expliqué, c'était bon. Mais seulement j'ai une question à M. Suren pour demain. Ça c'est pour demain. Demain, c'est l'évaluation, M. Suren. Bon, écoutez, demain, ce qu'on va faire, Ouais. l'évaluation, on va préparer en Google Form. On va préparer en Google Form et ce sera transmis à vous. Ce sera à 19h. Et on va envoyer également par email aussi. Ce sera dans la langue que vous voulez. C'est-à-dire, c'est une évaluation que vous allez faire vous-même. Hein, c'est-à-dire, vous pouvez le faire dans des conditions, vous mettre en conditions réelles d'examen ou le faire à votre aise pendant toute la journée. C'est à vous de voir. Hein, donc, c'est parce que nous n'allons pas vous évaluer. Hein, c'est juste vous donner l'opportunité de pratiquer un peu. Et puis, le lendemain, à ce moment-là, nous allons ouvrir la session et on va prendre les réponses types. Et s'il y a matière de discussion, si vous voulez plus de profondeur, à ce moment-là, on va discuter. Donc, ce sera disponible dans les 3 langues. Claudia fait un travail formidable à mettre ça dans Google Form, en anglais, français et en espagnol. Ça, c'est pour les questions. Et puis, pour les tableaux, ce sera un lien qui va vous amener sur un fichier Excel où vous pourrez travailler en Excel. Hein? Donc, ça, c'est… Vous le faites à votre thèse, il n'y a aucune obligation. Hein? Si vous ne voulez pas le faire, vous le faites après, c'est à vous de voir. Mais nous, on vous présente, on vous donne l'opportunité d'avoir une pratique. D'accord. Et puis l'évaluation, et puis on va ouvrir l'antenne le lendemain à les réponses et à ce moment-là, la discussion à ce moment. Bon, pour autre chose, pour le lien, pour avoir les visios précédents. Parce que moi, c'est pareil, c'est sur YouTube, vous faites Sports Consulting Agency. Sports Consulting Agency sur YouTube. Attendez. Je mets ça dans le chat. Vas-y. Donc, s'il y a d'autres choses? Non, c'est bon. Merci quand même. Merci Claudia. Merci. Okri, c'est bien. Hein? Bravo. Okri. Merci, Mekawi. Bravo. Donc, vous faites Sports Consulting Agency. Vous allez sur YouTube, vous faites un search sur Sports Consulting Agency et ça va vous amener sur notre YouTube channel. On fait un essai?
Le lien est là. Non, je demande Claudia si met le on lien. fait je demande si on fait un essai. Vas-y, Attends, fais l'essai. attends, je vais faire un essai là. Je vais d'abord je clique sur le lien. Ensuite, je partage mon écran. Alors, j'ai cliqué, vous voyez bien, je partage. Ton Est-ce écran qu'on n'est pas encore partage? partagé. C'est là, on partage. J'écris the link. Je Oui, c'est ça. partage. Chiro, Voilà. send. Alors, je partage. Alors, mais comme ça, je n'ai pas accès au. Attends, c'est Celui-là, c'est trop. ici qu'il y a la discussion. Voilà. Donc, je suis là. Je clique. Vous voyez bien le lien qui est là. Je clique sur le lien Sport Consult ici. C'est ça? C'est Ouais, bien ça tu es déjà là, ouais. Et tu déroules là, ça continue là. Il y a à peu près une quinzaine qui a déjà été postée là. Ah, d'accord. C'est là comme ça? Tu vois ça? Oui, ça apparaît là. Et puis tu cliques, il y a flèche à la. Ah Donc, oui, d'accord. Il y a les vidéos là. il y a les vidéos qui sont là. Et puis Il tu y a les continues à vidéos qui dérouler sont là. là. Et là. Ça continue à dérouler. Il y a à peu près une quinzaine qui sont là déjà. Donc, Ah bon, mais écoute, je vois voilà, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ouais, donc Donc, c'est ça. il y en a 12. Oui, c'est ça, Claudia, c'est ça. Claudia, has all the videos been posted on the Google Drive? Claudia? Yeah? All the videos are on the Google Drive. Okay. Nachiro So- received the videos he can Yeah, upload. he's I uploading. insert the link that Nachiro shared with me that we have in the Sport Consultants agents. And if you prefer, because here we are disposing to in the Abrat, Okay. you can insert the link too. Just a moment, I can share with you. Le Google Drive, c'est en interne, ça, Alexandre. Et puis, nous, on met on fait le transfert des vidéos sur Google Drive. Et puis, nous uploadons sur YouTube et sur, donc, Claudia a dit, sur le site de Abrat Brazil aussi. So the videos will also be on the site of Abrat Brazil also. And please, Suran, if anybody can fill the Google form so we can have the email and the WhatsApp number to keep in touch. Ouais, c'est très important, comme Claudia a dit. Nous avons le form, Google Form qu'il faut remplir. Ça va nous donner directement le lien à l'accès à votre adresse email et le numéro de téléphone pour qu'on puisse être en contact avec vous en permanence. Donc, il faut remplir le Google Form. Ça va rentrer directement dans notre système à ce moment-là. OK, donc voilà le WhatsApp de Claudia, là, si vous avez quelque chose. Donc, le lien de Google Form, il est là. Vous voyez dans le chat, vous cliquez dessus, vous remplissez et vos renseignements vont nous parvenir à ce moment. Donc, Okri, si tu as quelque chose encore pour le mot de la fin, Oui, mais on va clôturer. c'est de remercier tous les collègues qui ont sacrifié un peu de leur temps. Il faut surtout remercier Claudia, et, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en espagnol, elle est toujours là. Et remercier donc sa structure qui met à notre disposition cette plateforme qui nous permet donc de donner l'occasion aux collègues qui spontanément, je remercie également, spontanément accepté de partager leur expérience
J'espère que cette série de visioconférences ont permis à ceux qui vont participer à mi-avril à cet examen à nouveau de World Athletics. J'espère que cela va les aider, non seulement pour ça, mais pour la suite, parce que les vidéos sont restées disponibles, seront toujours disponibles. Surtout que nous avons créé ainsi un réseau, donné la possibilité donc aux uns et aux autres de pouvoir contacter Sport Consulting Agency. Et nous, on peut les relayer vers les personnes, les éminents juges internationaux qui sont intervenus ici pour leur permettre donc de développer considérablement leur propre expérience, pour leur permettre d'agrandir leurs capacités à faire une longue carrière en tant que juge international, ce qui est parfaitement passionnant. C'est pas Souveraine qui me démentira. Donc, merci à vous. Merci à toi, Claudia. Merci à Souveraine, à Nasser et donc que Elena Didier. est toujours branchée, Didier était toujours là. Et tous les collègues à travers le monde qui spontanément ont répondu favorablement à notre appel, qui ont sacrifié un peu de leur temps pour partager leur propre expérience. Je voudrais souhaiter que cette expérience puisse s'étendre pour pas que ce soit chaque fois qu'il y a un examen que nous la mettions en place, qu'elle puisse s'étendre. Et nous avons l'ambition au niveau de notre SIA, on a ISIA, on a l'ambition donc, n'est-ce pas, d'aller vers d'autres challenges, notamment accompagner les organisateurs d'événements sportifs, compétitions d'athlétisme et dans d'autres sports, mais également mettre en place nos propres événements à faire en sorte de rester utile à l'humanité pour ce que nous sommes capables de faire. Merci Souveraine, je te repasse la parole. Et encore un big merci à Claudia pour sa gentillesse et sa disponibilité. Oui, tu as déjà tout dit, OK. Donc, cela termine, cette session termine la série en français. La série en espagnol est déjà terminée et nous terminons les visios en anglais, donc samedi avec John. Right? Donc, je m'associe à Okri pour remercier bien sûr Claudia, Elena, Didier, John et tous ceux qui nous ont donné un grand coup de main. Nasser, bien sûr. Vous allez oublier Nasser. Nasser, bien sûr, pour nous avoir donné un grand coup de main à faire ça. C'est une initiative que nous avons décidé au pied levé après avoir vu les résultats. Nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose et on l'a fait rapidement. Dans même pas 2 semaines, on a monté tout un programme. C'était un défi énorme qu'on ne croyait pas nous-mêmes avoir pouvoir le faire, mais avec l'aide de tous nos amis qui dès qu'on leur approchait, ont donné bénévolement de leur temps afin d'aider le mouvement, nos amis qui prennent part aux examens, mais non seulement ça, le mouvement des officiels techniques de l'athlétisme mondial. Donc, nous allons voir comment développer ce mouvement. Claudia a dit que c'est un mouvement qui a été lancé. Maintenant, on va développer, nous voulons maintenant maintenir cet échange avec les membres de la grande famille de l'athlétisme et du paraathlétisme mondial à travers le International Sports Consulting Agency. C'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde, ça. Hein? Tout le monde peut venir, c'est ouvert, il n'y a pas de restrictions. Et on va s'organiser au fur et à mesure par rapport à ça. Merci à nos amis de l'ADC Atletissimo Sudamericano qui a mis son plateforme à notre disposition, à Roberto et toute l'équipe, et bien sûr Claudia qui a fait l'intendance, qui était la maîtresse de cérémonie de tous nos visios. Bon, voilà, Claudia, Okri, et merci à vous tous. Et comme Okri a dit, au début, nous avons c'est une période très religieuse à travers le monde, donc beaucoup de nos amis sont
sont en carême, sont en prière. Donc, on peut souhaiter que du bien que sorte de tout ça et que le monde est un monde meilleur très, très tôt, rapidement. Donc, voilà, pour ma part, c'était tout. Claudia, if you have something to say, si tu as quelque chose à dire. Je pense que c'est pour momentos. How can I say, you can help me? That it was a very, very wonderful time with everybody, listening. C'était quelque chose de vraiment merveilleux avec tout le monde. And I hope, I really hope that we can keep in touch even after the exam. Et elle souhaite que nous soyons toujours en contact, même après les examens, et que le mouvement continue. So thank you, everybody, and thank you for the opportunity. Merci. Sabatu. Merci à tout le monde. Bye-bye.